Bonjour, je suis une femme d'une trentaine d'années. À 28 ans, j'ai eu le plaisir de rencontrer mon mari, de 3 ans mon aîné, lors de notre premier jour de travail dans la même entreprise. Nous travaillions tous les deux dans le département de marketing alimentaire et nous devions relever ensemble le défi d'élaborer des stratégies de marketing. Au fur et à mesure que nous passions du temps ensemble, notre lien s'est renforcé et nous avons commencé à sortir ensemble. Alors que mon mari excellait dans ses campagnes de marketing, j'avais du mal à être performante. Finalement, nos chemins se sont séparés, car il a été promu à un poste permanent tandis que je suis restée sous contrat temporaire. Malgré cela, mon mari a été gentil et m'a soutenue, et je me suis appuyée sur lui sur le plan émotionnel. Avec son aide, nous avons pu continuer à sortir ensemble après le travail, souvent autour d'un verre dans un pub où nous pouvions partager nos difficultés. Le week-end, nous sortions ensemble et savourions la compagnie de l'autre, souvent en mangeant du poulet et de la bière. Après 1 an de relation, mon mari m'a demandé en mariage, persuadé que j'étais la bonne personne pour devenir sa femme. Même si je pensais qu'il était trop tôt pour se marier, je ne voulais pas le perdre et j'ai accepté sa proposition. Il gagnait 2 fois plus que moi et nos revenus combinés nous permettaient de mener un train de vie luxueux. Cependant, un jour, mon mari m'a surprise en me suggérant de quitter mon emploi pour me consacrer à la fondation d'une famille. Il m'a expliqué que ses parents étaient impatients d'avoir un petit enfant le plus tôt possible. J'ai hésité à accéder à sa demande, car j'étais toujours passionnée par mon travail et je voulais continuer encore quelques années avant de fonder une famille. En réponse, il m'a proposé de faire une pause dans mon travail pour le reste de l'année et d'utiliser ce temps pour préparer la naissance d'un enfant. Je me suis sentie un peu blessée par ce changement soudain d'attitude de mon mari. Il était passé d'un partenaire qui me soutenait à quelqu'un qui n'accordait plus d'importance à mes aspirations professionnelles. Au cours d'une soirée remplie de courage et de quelques verres, j'ai finalement exprimé ma déception. « Tu veux vraiment que je quitte mon travail ? J'ai encore envie de travailler un peu, ai-je dit franchement. » Sa réponse m'a surprise, il a adopté un ton charmant, plaidant avec un langage de bébé, disant qu'il voulait voir un beau bébé qui me ressemble et que mes repas faits maison lui manquaient. Il s'est également demandé si je n'étais pas fatiguée de jongler entre mon travail et les tâches ménagères. Il a même suggéré de déduire mon salaire du sien pour me faciliter la tâche. Je vous confie l'intégralité du solde. Je vous demande donc de bien vouloir vous en charger pour moi, pour le bien-être de notre bébé. Ces mots doux m'ont convaincue et m'ont amené à adopter un état d'esprit positif quant au fait de devenir une femme au foyer à plein temps. Une fois ma décision prise, j'ai trouvé un sens profond aux tâches ménagères et à l'éducation de notre enfant. Juste avant notre premier anniversaire de mariage, j'ai pris la décision de quitter mon emploi, et comme promis par mon mari, j'ai reçu le reste de son salaire. Il m'a assuré que je pouvais utiliser librement cette somme comme argent de poche, après déduction de mes propres revenus. En outre, il a précisé qu'il n'interviendrait pas dans la façon dont je choisirais d'utiliser cet argent. Au début, cette somme m'a semblé importante, près du double de mes revenus antérieurs. J'ai cru qu'il s'agissait d'une somme importante. Cependant, après avoir commencé à travailler à domicile à temps plein, j'ai rencontré un problème inattendu, mon mari. Bien qu'il m'ait encouragée à embrasser le rôle de femme au foyer à plein temps, il a commencé à me harceler sans cesse. Ses critiques dépassaient même celles de ma belle-mère, ce qui m'exaspérait. Je m'étais habituée à ma nouvelle routine, mais il a commencé à examiner minutieusement tous les aspects de mon travail. Il exigeait la perfection absolue, arguant que puisque j'avais choisi de devenir femme au foyer, je devais le faire sans faille. Ces critiques intenses m'ont conduite au bord de la folie. C'était pire que le traitement décrit dans l'histoire de Cendrillon, où la marâtre est connue pour sa cruauté. Il attendait de moi non seulement que je lave ses vêtements tous les jours, mais aussi que je les désinfecte et les sèche, et que je change et lave toute la literie. J'avais l'impression de gérer un hôtel de luxe. La quantité de linge que je devais traiter chaque jour m'épuisait physiquement. Si j'avais connu son obsession pathologique pour la propreté, je doute que je l'aurais épousée.
Étonnamment, son obsession ne s'arrêtait pas là, il insistait également pour pulvériser de l'alcool et combattre toute trace de bactéries dans toute la maison. Il a même affiché sur le réfrigérateur un ensemble de règles culinaires que je devais suivre, soulignant l'importance d'une cuisine étincelante de propreté et l'interdiction de servir des restes à n'importe quel repas. Il a exigé que chaque repas comprenne un bol de ragoût ou de soupe, le plat principal étant exclusivement composé de bœuf coréen appelé anu. En outre, tous les aliments doivent être servis chauds. Pour le dessert, je devais préparer au moins 5 variétés de fruits biologiques. Au début, je n'ai pas pris les exigences de mon mari trop au sérieux. Je me suis dit que tant que j'essayais d'adhérer à l'idée générale qui sous-tendait ses demandes, cela ne poserait pas trop de problèmes. J'étais loin de me douter que c'était une grave erreur de ma part. Au cours du premier mois de mon travail à domicile à temps plein, j'ai réussi à tenir le coup physiquement. Cependant, j'ai rapidement dû recourir à des patchs antidouleurs sur tout le dos pour trouver un peu de soulagement. Mon mal de dos est devenu plus qu'une simple conséquence de la cuisine, il est devenu un fardeau pour répondre aux exigences pointilleuses de mon mari. Il était incroyablement difficile d'éviter les restes en cuisinant, ce qui m'a amené à devenir une poubelle humaine. En outre, nos factures d'épicerie ont explosé, car je devais servir du bœuf coréen coûteux, ainsi que des fruits de mer frais et des fruits et légumes biologiques à chaque repas. Pour ne rien arranger, je devais même préparer et livrer de la nourriture aux jeunes frères de mon mari. Par conséquent, les dépenses de notre ménage ressemblaient à celles d'une famille de 10 personnes. Je m'épuisais physiquement et mentalement à essayer de gérer notre budget et à travailler de longues heures, tout en ne pouvant m'offrir que les restes après avoir payé les dépenses du ménage telles que les frais d'association, les services publics, l'internet, l'assurance et les impôts. Il ne restait que peu d'argent pour mes dépenses personnelles, même après que mon mari ait promis de me donner le solde de son salaire, qui représentait le double de ce que je gagnais. Malheureusement, chaque centime était consacré à nos dépenses courantes, ce qui me laissait pratiquement esclave en tant que femme de ménage sans aucune rémunération pour les heures supplémentaires. Ma situation financière était si difficile que je ne pouvais même pas m'acheter un haut. Contrairement à d'autres épouses qui économisent de l'argent avec leur mari pour atteindre des objectifs tels que l'achat d'une plus grande maison, mon mari n'avait pas de tels projets. Ma lutte n'était pas seulement une question d'argent. Elle était aussi due à mes problèmes de dos causés par les tâches ménagères excessives. J'avais envie de cuisiner et d'apprécier des repas plus légers de temps en temps. Cependant, chaque fois que j'étais trop fatiguée ou souffrante et que je proposais d'aller au restaurant ou de me faire livrer des plats, mon mari me rappelait avec colère qu'il était de ma responsabilité de gérer nos finances. Il ne se préoccupait pas de ma douleur et la rejetait comme si elle n'avait aucune importance. Si mon travail n'était pas à la hauteur de ses exigences, il me faisait des reproches. Maintenant que tu es une femme au foyer à plein temps, tu dois t'acquitter de tes tâches avec diligence. Tu as accepté de quitter ton travail pour devenir femme au foyer, n'est-ce pas? Je m'apitoyais sur mon sort, car j'étais obligée d'endurer ces tracasseries constantes. Mon seul tort était de ne pas avoir réalisé qu'il était un maître d'œuvre obsessionnel, me forçant à assumer une telle charge de travail. De plus, il s'agissait d'une demande injuste et unilatérale, que je n'avais pas vraiment acceptée. Il n'a jamais envisagé la possibilité qu'il ait des attentes déraisonnables, me donnant plutôt l'impression de ne pas remplir ma part du marché. Cette iniquité et cette frustration se sont accumulées en moi jusqu'au jour où je n'ai plus pu les contenir. J'ai fini par exploser en disant, ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu peux me traiter comme ça. En tant que femme de ménage, je dois admettre que les tâches ménagères que je fais sont assez laborieuses. Avez-vous déjà réfléchi à la charge de travail que vous m'avez imposée, au point que vous pouvez sentir l'odeur des patchs médicinaux sur moi? Si vous aviez un peu de conscience, vous ne me soumettriez pas à un travail aussi pénible qui m'a rendu malade. Je lui ai fait part de mes inquiétudes, en tremblant. À mon grand désarroi, il a répondu en criant encore plus fort. Comment pouvez-vous recevoir une somme d'argent aussi importante et continuer à vous plaindre? Quel était votre salaire lorsque vous travailliez? Je vous paie maintenant plus que ce que vous avez gagné, presque le double. Et pourtant, tu prétends que tu ne peux pas le supporter, c'est vous qui devriez avoir une conscience.
Parlez à des inconnus et voyez s'ils recevraient un tel salaire. Combien de femmes au foyer auraient la chance de recevoir une rémunération aussi généreuse? Non seulement je m'occupe des enfants des autres femmes, mais j'arrive aussi à être économe et à économiser de l'argent pour les vêtements de leur mari. Mais qu'en est-il de vous? Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent que tu me donnes, comme s'il s'agissait d'une sorte d'accomplissement. Notre dispute s'est terminée par le fait qu'il m'a qualifiée de femme au foyer dépensière qui dilapide l'argent durement gagné par son mari. Me sentant profondément maltraitée après avoir tant enduré, ma colère intérieure ne s'est jamais apaisée. À partir de ce moment-là, nos disputes sont devenues régulières, tournant autour du même sujet, et à chaque fois mon mari en sortait victorieux. J'ai essayé diverses stratégies pour le persuader, mais en vain. Au contraire, il m'attaquait encore plus violemment. Les jours passaient ainsi et je commençais à me remettre en question. Je passais au crible mes tâches ménagères, m'assurant que je répondais aux exigences de mon mari et vérifiant minutieusement mon travail pour éviter toute erreur. Malgré mes efforts méticuleux, les critiques constantes de mon mari, sans la moindre appréciation, ont fini par avoir raison de moi. Défaite et épuisée, j'ai renoncé à être une femme au foyer à plein temps au bout de 7 mois et je me suis réfugiée chez ma mère. J'espérais que mon absence ferait comprendre à mon mari à quel point il avait besoin de moi et qu'il se rendrait compte de son comportement déraisonnable. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue. Mes règles étaient attendues, mais elles n'arrivaient pas. J'ai mis cela sur le compte de la fatigue le premier mois, puis je l'ai naturellement sous-estimé le deuxième mois. Cependant, lorsque j'ai finalement acheté un test de grossesse, j'ai été stupéfaite de voir 2 lignes indiquant ma grossesse. C'était une situation soudaine que je ne pouvais pas ignorer. Je n'ai eu d'autre choix que d'appeler mon mari, qui a été ravi de la nouvelle. Il s'est précipité chez ma mère directement après le travail ce soir-là, me suppliant de rentrer à la maison avec lui. Étant donné que j'étais enceinte, je me suis sentie obligée d'obtempérer et je l'ai suivi à la maison. Il était logique d'avoir un bébé avec un mari à mes côtés. Ses parents étaient ravis d'apprendre ma grossesse, car ils attendaient depuis longtemps l'arrivée d'un petit enfant. J'ai gardé secret mon départ de mon mari pour aller chez ma mère. Cependant, ils l'ont découvert et sont immédiatement venus chez nous pour fêter la nouvelle de notre futur petit enfant. En guise de remerciement, j'ai apporté un médicament à base de plantes qui est bénéfique pendant la grossesse et m'a conseillé de le prendre régulièrement. Ma belle-mère m'a tendu une boîte et m'a félicité, ignorant les problèmes entre mon mari et moi. Pendant la réunion de félicitations avec ma belle famille, j'ai décidé d'oublier mes griefs et j'ai fait comme si tout allait bien. Nous sommes allés tous ensemble dans un restaurant chic et avons commandé un repas à plusieurs plats. Mon mari a goûté les plats et s'est montré déçu, s'interrogeant sur le caractère excessivement gras de la sauce et s'attendant à une meilleure qualité de la part d'un établissement aussi réputé. Contrairement à lui, sa mère s'est montrée surprise et a trouvé le plat acceptable. Son père l'a également trouvée bonne. Je partageais le même sentiment, appréciant le goût de noisettes et la légèreté de la vinaigrette dérivée de la base de mille-îles. Déconcerté par le dédain de mon mari, je lui ai demandé s'il n'aimait pas. Irrité, il a répondu en rabaissant le restaurant pour avoir servi une vinaigrette basique comme la mille-îles, affirmant que cela ne correspondait pas à son statut supposé de haut de gamme. Il est même allé jusqu'à me rappeler mon manque de connaissances sur les bases de l'alimentation, compte tenu de ma formation en marketing alimentaire. Il a insinué que mon mariage avec lui était à l'origine de mes succès professionnels. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse dire de telles choses à sa femme devant ses parents. Parler de mon travail dans le contexte d'un incident lié à une sauce à salade me semblait tout à fait ridicule. Pourquoi ressentait-il le besoin de gâcher l'atmosphère agréable de notre sortie tant attendue? Cette fois, je ne pouvais pas laisser passer ça. Même devant ses parents, j'ai répliqué en lui rappelant les difficultés que je rencontrais à cause de sa névrose pathologique et obsessionnelle. Décrivant les luttes quotidiennes pour laver des couvertures de lit entières et essayer de répondre à ses préférences alimentaires exigeantes et souvent irrationnelles, j'ai expliqué que cela me conduisait au bord de la folie. J'ai ouvertement contesté ses affirmations selon lesquelles il subvenait généreusement à mes besoins,
en soulignant les violences émotionnelles que j'endurais. J'ai reconnu que l'argent qu'il me donnait servait principalement à acheter des provisions pour lui et son frère, me laissant sans argent personnel, alors que je travaillais inlassablement 18 heures par jour pour m'occuper des tâches ménagères tout en gérant mes propres problèmes de santé à l'aide de patchs médicinaux. Mes beaux-parents ont semblé décontenancés par l'irruption soudaine de nos griefs. Ma belle-mère s'est tournée vers mon mari, lui demandant d'expliquer son comportement. « As-tu vraiment donné cette somme d'argent à ta femme ?» grommela mon mari. « Oui, je l'ai fait, mais elle continue à se plaindre. » Elle n'a pas l'air de l'apprécier, ai-je répondu. J'espérais que sa mère, elle-même femme au foyer, comprendrait ma situation et dirait quelque chose pour réprimander son fils. Mais elle a fini par me réprimander encore plus. Si tu reçois autant de ton mari, tu devrais te taire et rester dans ton coin. Comment oses-tu parler devant ta belle famille, gaspiller ton argent dans un style de vie luxueux? Il n'est pas étonnant que vous n'ayez plus assez d'argent alors que votre mari travaille si dur pour le gagner et que vous le dépensez sans compter. N'avez-vous pas le sens de l'économie et de l'épargne? Je suis restée sans voix. Malgré mes explications, sa mère n'a fait que défendre son fils et me critiquer avec des remarques grossières et déraisonnables. Ces paroles m'ont mise en colère. Comment pouvez-vous dire que je vis dans le luxe? En tant que femme au foyer à plein temps, je n'ai même pas acheté de vêtements, je n'ai rien commandé, à l'exception d'une pizza lorsque j'étais malade et que je devais encore cuisiner. Votre fils insiste pour manger du bœuf coréen hors de prix, des légumes bio et de gros fruits de mer frais à chaque repas. Comment puis-je faire face à des factures d'épicerie aussi élevées? Pourquoi me blâmez-vous uniquement sur moi? Malgré mon raisonnement, sa mère a continué à défendre son fils et m'a suggéré de le quitter après la naissance du bébé. Leurs accusations déraisonnables semblaient sans fin. Soudain, j'ai ressenti une vive douleur à l'estomac, elle était si forte que je me suis effondrée et que je n'ai pas pu me redresser. Cependant, mon mari ne semblait pas perturbé et continuait ses remarques condescendantes pendant qu'elle travaillait assidûment. Je l'ai épousée en pensant qu'elle serait une bonne ménagère. Mais j'avais l'impression de donner mon argent à quelqu'un de paresseux qui restait tranquillement à la maison. Ces paroles m'ont choquée, et quelque chose de chaud a commencé à couler le long de ma cuisse. C'était du sang, j'ai saigné abondamment et j'ai perdu connaissance, ce qui a entraîné une fausse couche lorsque j'ai pensé à mon bébé dans mon ventre. J'ai ressenti une lueur d'espoir après avoir été confrontée à une telle obscurité. Les jours qui ont suivi la perte de mon bébé ont été remplis de ressentiment à l'égard de mon mari. J'étais en état de choc, mais il continuait à me faire des reproches. Il prétendait que mon incapacité à contrôler ma colère avait provoqué la fausse couche, comme si j'étais responsable de la mort de notre enfant. Je ne pouvais plus le supporter, j'ai pris la décision difficile de divorcer, car je ne pouvais plus vivre avec une personne aussi insensible. À ma grande surprise, il a accepté et nous nous sommes séparés. Je me suis retrouvée avec très peu de moyens, une femme divorcée sans expérience professionnelle. Je n'ai pas voulu me laisser abattre par le poids de cette situation. J'étais trop jeune pour renoncer à la vie. Mais le chemin n'a pas été facile. J'ai envoyé mon CV à différents endroits, cherchant désespérément un nouvel emploi, mais j'ai essuyé refus sur refus. Je devais compter sur le soutien de mes parents, luttant pour survivre chaque jour. Puis, un jour, un ami proche m'a appelé pour me faire une proposition. Il m'a fait part de son projet de créer une entreprise dans l'industrie alimentaire, mais il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de l'aspect marketing. Il m'a demandé si j'accepterais de travailler avec lui, en me promettant une rémunération équitable. J'ai eu l'impression d'un coup de chance, j'y ai vu une occasion en or et j'ai décidé d'accepter l'offre, malgré les défis que représentait le fait de travailler pour une jeune entreprise. Les premières étapes ont été difficiles. Car nous devions encore mettre en place une infrastructure solide, mais elles ont aussi été immensément gratifiantes. J'ai rencontré de nombreuses difficultés au début, mais au fil du temps, le succès de mes efforts de marketing est devenu évident. L'entreprise de mon ami a fini par prospérer et j'ai joué un rôle important dans sa croissance.
Mon ami a attribué le succès explosif de l'entreprise à mes stratégies de marketing fortes et affirmées. Grâce au succès monumental de l'entreprise, ma rémunération était substantielle. J'ai économisé chaque centime avec diligence pendant 3 ans, parvenant à accumuler une somme considérable pour quelqu'un dans ma position. Encouragé par mon ami, j'ai envisagé d'investir dans des actions, car il avait été témoin de rendements impressionnants sur ce marché. Certes, j'avais des appréhensions, c'était un domaine que je ne connaissais pas et les histoires de ceux qui avaient tout perdu en bourse me hantaient. Toutefois, après réflexion, j'ai réalisé que rien n'est garanti dans la vie. À l'instar de mon mariage, je n'avais jamais anticipé un changement aussi radical chez mon mari. J'étais encore jeune et j'avais la capacité de me relever même si j'avais échoué. J'ai donc rassemblé la confiance nécessaire pour franchir le pas. Les résultats ont dépassé mes attentes les plus folles. La société dans laquelle j'avais investi a reçu l'approbation de la FDA pour un vaccin qu'elle avait mis au point, ce qui a provoqué une forte hausse du cours des actions. Mon ami et moi-même avons largement profité de ce succès. On m'a conseillé d'investir l'argent dans d'autres actions, mais j'avais des réserves à ce sujet. Je savais que la chance ne pouvait pas durer éternellement. J'ai commencé à envisager d'autres options d'investissement, puis je me suis souvenu du dicton selon lequel le créateur est le propriétaire. C'est dans cet esprit que j'ai décidé d'acheter un immeuble commercial. C'est ainsi que je suis devenu propriétaire d'un immeuble commercial dans la trentaine. Cependant, comme on dit, il y a toujours des défis à relever. Lorsque mon ex-mari a appris que j'étais devenu propriétaire, il m'a rendu visite sous prétexte de me féliciter, mais j'ai vu clair dans ses intentions. Il essayait de me manipuler pour que je me remette avec lui. Je l'ai écouté un moment, puis je l'ai interrompu et lui ai dit fermement, « Une chose, es-tu sûr de faire du marketing? N'est-il pas fondamental de comprendre d'abord les besoins de son client? Je n'ai absolument aucune envie de me réconcilier avec vous. Alors pourquoi vous concentrez-vous uniquement sur ce que vous voulez? Suis-je un philanthrope pour vivre avec quelqu'un comme vous? Comment oses-tu, toi qui gagnes moins d'un dixième de mes revenus, te comporter avec autant d'avidité et penser que tu peux me reconquérir? Tu as dépassé les bornes. Va te jeter dans un lac et reprends tes esprits. » Je l'ai assommé d'un seul coup de poing et me suis retiré dans mon bureau. En regardant par la fenêtre, j'ai vu mon ex-mari évacuer sa colère en donnant un coup de pied dans une poubelle et en se faisant finalement escorter par notre agent de sécurité. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi victorieuse. Alors que je regardais sa silhouette pathétique disparaître, une pensée m'a traversé l'esprit. Que serait-il advenu de moi si je n'avais pas divorcé et continué à vivre avec lui? Je ne le saurais jamais, mais je crois que j'aurais perdu ma vie à suivre une thérapie pour mon bien-être mental. Avec le recul, je réalise aujourd'hui à quel point j'ai été stupide. J'avais pensé que divorcer mènerait à une issue catastrophique, mais c'était simplement la peur qui parlait. Je ne me suis pas valorisée, alors que je me disais que les tâches ménagères étaient aussi importantes que n'importe quel autre travail. Je ne me suis pas respectée en comptant sur mon mari pour me soutenir financièrement. Et j'ai ainsi perdu beaucoup de confiance en moi. Comment pouvais-je attendre le respect des autres alors que je ne m'aimais pas et ne me respectais pas moi-même? J'ai appris cette leçon pendant mon mariage éphémère et je n'ai pas l'intention de répéter mes erreurs. Je veux m'aimer et travailler dur pour devenir une meilleure version de moi-même chaque jour. C'est pourquoi j'espère que vous vous aimerez tous. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire et j'apprécierai beaucoup vos précieux conseils et votre soutien. Je vous souhaite une merveilleuse journée.